Bonsoir mesdames, messieurs, merci de nous retrouver sur Vox Africa. Nous poursuivons aujourd'hui notre série de focus consacrée à l'élection présidentielle au Tchad, notamment les analyses et les bilans de cette page électorale. Aujourd'hui, un invité, Mahamat Assilek Halata, ministre de l'Aménagement du territoire, de l'habitat et de l'urbanisme. Bonsoir monsieur le ministre. Bonsoir à vous et merci de m'avoir invité sur Vox Africa. Ce soir, nous nous intéresserons davantage à votre casquette de membre de la coalition Tchad Uni. D'entrée de jeu, j'observe deux documents devant vous. L'un, le programme du candidat Mahamat Idriss Déby Itno. Le deuxième, le livre du candidat Succès Masra. Le livre polémique du candidat Succès Masra et bien évidemment le programme politique de mon candidat qui est en 12 points et sans action pour les 5 ans à venir. Le deuxième? J'avais dit le livre polémique de M. Succès Masra, qu'il avait écrit à un moment où il transcendait le Nord et le Sud, traitant tous les cadres du Nord, Sud, Centre de cancre, puisque quand je lis ici, le bal de compatriotes, le Tchad éloge de lumière obscure, du sacre de cancre à la dynastie des pillards psychopathes, traitant certains compatriotes à cet effet, où il le fait à charge, traitant tous les autres chefs d'État n'étant pas de la même obédience, c'est-à-dire ne venant pas du Sud comme lui, de tous les maux, des marchands d'illusions, des criminels, et ainsi de suite. Donc, et c'est pourtant avec ceux-là qu'il veut demain gouverner ce pays. D'emblée, on comprend la logique dans laquelle vous évoluez. Le vote est passé, monsieur le ministre. Aujourd'hui, quelques jours après, dans quel état d'esprit est-ce que vous vous trouvez? D'abord, je remercie Vox Africa qui a été sur le terrain dès le début et qui a couvert vraiment les élections dans ce pays. Je pense que, pour vous dire que vous êtes les témoins oculaires aujourd'hui, que ce soit auprès de ceux qui ont voté, auprès de ceux qui l'ont organisé, auprès des observateurs, vous avez été l'œil, les yeux avisés de cette élection. S'agissant de nous, nous sommes sereins. Sereins pourquoi? Serein de par l'expérience aujourd'hui qui prédomine. Nous avons un candidat qui a l'expérience de ce Tchad, qui l'a, depuis qu'il a eu ses mandats politiques, mais pas auparavant, pendant la transition, a su pacifier le pays, a su imposer un dialogue, a su ramener des ex-politico-militaires qui aujourd'hui sont au pays et qui s'exprime dans la démocratie actuelle, qui a su imposer un dialogue national inclusif et souverain et qui a su pacifier le pays. Résultat, nous n'avons pas de bruit de bottes, pas de rébellion. Le Tchad, dans ses 1 284 000 km² est calme. N'est-ce pas une garantie aujourd'hui qui permet aux Tchadiens, au Tchad et aux partenaires de pouvoir se projeter vers l'avenir. C'est cette paix, c'est cette accalmie qui a permis aujourd'hui à ce qu'on passe de la transition vers l'ordre constitutionnel. Donc, maintenant, à l'ordre constitutionnel, nous allons vers les élections. Les élections, comme vous le dites, étant finies, nous sommes très sereins. Nous sommes très sereins parce qu'en face, on ne parle pas de projet de société. On veut nous amener sur le terrain des émotions. Que pendant une quarantaine ou une cinquantaine d'années, rien n'a été fait pour le Tchad, etc. Et on veut absolument coller un certain passif à notre candidat. Or, notre candidat est jeune. Il y a des choses qui sont passées à un moment où il n'était même pas né. D'accord? Et depuis qu'il a la transition en tant que chef de l'État, on a les résultats et on voit bien ce qui se passe. Donc, nous avons un candidat qui a l'expérience, qui dégage autant de projets de société, qui balaie tous les inconvénients et les lacunes que le Tchad observe. Et ensuite, quand nous voyons les votes avec tous les tripatouillages des adversaires, ceux qui ont voulu un peu faire des faux procès-verbaux, des faux observateurs, des faux ceci. Monsieur le ministre, qui sont ceux qui ont voulu tripatouiller les procès-verbaux? Est-ce que vous pouvez les nommer? Il n'y a qu'à regarder les réseaux sociaux, Facebook, WhatsApp, entre autres. Je pense que même ils sont passés à la télévision. Les transformateurs. Voyez-vous, quand au départ on fait trop de populisme, on appelle à ses sympathisants, à ses partisans à ne pas aller se faire recenser.
Quand on avait voulu faire le recensement, ils étaient les premiers à boycotter. Peut-être qu'à ce moment, ils n'avaient pas la vision de se dire un jour, on va aller vers une élection présidentielle. Ça ne sert à rien de se retrouver dans un espace en disant on peut capitaliser autant de personnes qui n'ont pas leur carte d'électeur. Sachant cette lacune, ils ont cherché absolument à pouvoir perturber les élections. Nous avons remarqué, ils avaient des faux badges, on les a amenés à la télé, que la sécurité a arrêté, plus d'une cinquantaine, qui sont dans des bureaux avec des badges, des faux badges. Ils sont encore une cinquantaine à faire des faux procès-verbaux. Tout cela aujourd'hui est recensé. Il n'y a qu'à demander. Mais, Monsieur le ministre, nous avons reçu sur nos plateaux les représentants des transformateurs et tous à l'unanimité ont parlé des élections qui se sont déroulées de manière globalement acceptable. Oui, ça c'est l'idée générale. Le cas aujourd'hui observé ça et là ne peuvent pas aujourd'hui déteindre sur l'élection en général. De façon globale, tout s'est très bien passé. Nonobstant ce que les autres ont voulu absolument amener comme tâche l'Union européenne, les autres instances qui, eux, veulent absolument guider selon leur bon vouloir. Aujourd'hui, vous accusez les observateurs d'avoir amené certains observateurs d'avoir amené un climat trouble. Eux aussi, ils vous accusent d'avoir de vous être attaqués à leur bureau. Nous ne nous sommes attaqués à aucun des bureaux. Je ne pense pas que du côté Tchad uni, la coalition Tchad unie, s'est attaquée à un des bureaux ou dans quelconque bureau. Je ne pense pas. Très bien, vous dites que vous ne le pensez pas. Monsieur le ministre, quelques jours après les votes, des résultats sont en train d'être compilés. Est-ce que jusqu'ici, vous êtes quelque part confiant? Très confiant. Très confiant parce que ce qui s'est dit dans les réseaux sociaux est complètement différent de ce qui est réel. Ce qui est réel, il n'y a que l'ange qui peut demain donner les résultats réels et crédibles. Maintenant, les supputations des uns et des autres qui, eux, s'enchinent absolument à vouloir donner notre écho, ça ne peut pas porter. Ça ne peut pas porter pour une raison, parce que les réseaux sociaux en tant que tels ne peuvent pas être les lieux et places pour aujourd'hui absolument annoncer les résultats. D'accord? Ensuite, il y a certains observateurs où il y a certains canaux financés par l'Union européenne, comme la CEDP de M. Ahmad Yacoub Dabio, qui, lui, en faisant un sondage en son sein, prédit déjà la victoire d'un candidat et demande au président de la République de tout de suite le remercier. Alors que cette personne-là est le conseiller du Premier ministre actuel. Donc, nous, on est serein. On n'est pas dans les tripatouillages, on est serein et on sait exactement ce qui se fait. Ce qui est remonté un peu des états-majors en général à travers le pays, nous le savons. Nous savons aujourd'hui que quoi qu'il en coûte, nous gagnerons cette élection. Vous gagnez cette élection, vous vous basez notamment sur la coalition, la large coalition qui s'est formée autour du candidat Mahamat Idriss Déby. Oui, on parle de plus de 200 partis politiques. Plus de 200 partis, 231 partis politiques. D'accord. Le c'est dernier, c'est celui de M. Djimé Bagaou, qui, à un moment, nous a traités de tous les noms d'orfraies, mais qui, à la fin... Je suis d'accord avec vous, Monsieur le ministre. Pardon, et je complète, de 43 ex-politico-militaires et de plus de 2000 associations. Monsieur le ministre, pour revenir au soutien apporté à la candidature de votre champion, Mahamat Idriss Déby, on évoque aussi la participation des politico-militaires. De qui est-ce qu'il est question, Monsieur le ministre? Il y a 43 ex-politico-militaires, c'est qu'il faut dire, parce qu'ils ont accepté l'accord de Doha, qui sont rentrés, c'est les signataires de l'accord de Doha. Si votre question transcende vers celle-là. Et ces 43 mouvements politico-militaires, il y en a d'entre eux qui se sont pourvus en parti politique. Parce que ça aussi, c'est un choix qui leur est permis. Ceux qui sont restés encore politico-militaires sont dans la démarche de pouvoir aller vers un parti politique. Ce sont les 43 mouvements politico-militaires signataires des accords de Doha qui se retrouvent aujourd'hui dans une coalition pour soutenir le candidat actuel. Aujourd'hui, quelle est la position du FAT? C'est quand même le groupe militaire qui a le plus fait mal au Tchad avec les événements de 2021. Je m'inscris en faux.
Je m'inscris en faux. Le FACT, simplement, dans son affrontement, a fait une victime et pas de moindre. Feu Idriss Déby Itno ne peut pas aujourd'hui lui donner l'identité du mouvement qui a fait trop de mal. Il y a eu des mouvements bien avant. Je cite l'UFDD, l'UFR, l'UFDD fondamental. Il y a eu quand même ceux qui ont croisé le fer pendant longtemps. Le FACT mais qui n'auront pas chamboulé les institutions. Oui, si, à un moment, ils ont chamboulé les institutions. Je comprends bien qu'on retient toujours le passé récent au détriment du passé antérieur. Mais oui, le FACT, aujourd'hui, n'est plus le FACT que vous connaissez. Depuis 2021 aujourd'hui, l'eau a coulé sous le pont. Beaucoup des éléments des FACT ont rallié, je pense en 2 groupes. Et donc, la force de frappe n'est pas la même. Moi, je pense que parmi les politico-militaires, il faut regarder avec beaucoup d'investigation avant de pouvoir être sûr que non, c'est tel ou tel groupe qui a pu faire ceci ou cela. Aujourd'hui, vous maintenez le FACT, et donc de manière globale, n'est plus le FACT, il est clair, n'est pas celui qui n'est pas le FACT de 2021. C'est une évidence. Au sein de ce même groupe, beaucoup de ces cadres ou de ces combattants sont rentrés au pays. Et donc, quoi qu'il en soit, si aujourd'hui, de façon arithmétique, vous avez un groupe aujourd'hui peut-être de 1500 hommes, et que, passé un moment, vous vous retrouvez à amputer de 800 hommes, vous êtes le même? Vous n'êtes plus le même. Donc, 2021, le FACT, c'était une chose, et en 2024, sûrement, le FACT ne peut pas être le même. On parle de groupes militaires, restons dans le domaine de la sécurité. Aujourd'hui, dans les relations entre le Tchad et la France, on observe, en tout cas, c'est plus la lune de miel qu'il y avait auparavant. Une question, monsieur le ministre, comment est-ce que... D'où vous tirez ça? Parce que ce n'est pas la lune de miel. Je reviens, monsieur le ministre. Comment est-ce que vous percevez la présence militaire française ici, au Tchad? La présence militaire française au Tchad, je fais remarquer qu'avec la France, nous avons des relations très séculaires. Qu'aujourd'hui, sous l'élan du panafricanisme et que beaucoup d'Africains veulent absolument qu'il y ait une rupture totale avec la France, en est une chose. Mais au niveau des relations Tchad-France, en est une autre chose. La France est au Tchad, selon un accord bien établi avec l'État tchadien, et tant que je dis bien, il n'y a pas d'immixtion dans les affaires intérieures du Tchad, les relations avec la France continueront, comme elles ont été. Donc il n'y a pas de fixation absolument avec la France. Le Tchad, notre président l'a dit, notre candidat l'a dit, le Tchad entreprendra toutes les relations de coopération utiles pour son intérêt, que ce soit avec la France, avec la Russie, avec les États-Unis, avec la Chine, avec l'Asie. Là où le Tchad a ses intérêts, d'égal à égal, le Tchad y ira. Maintenant, les mésententes et les humeurs interoccidentales ou etc., ça ne nous concerne pas. Pour revenir à la France est au Tchad, pour l'instant, elle y reste. La France est au Tchad, elle y reste. Durant la campagne, justement, le sujet a été évoqué par votre candidat, Mahamat Idriss Déby, qui a évoqué le rapprochement, justement, avec la Russie en affirmant avoir dit non à ce qui lui était proposé par les partenaires classiques et affirme sa souveraineté et sa volonté de s'ouvrir à de nouveaux acteurs. Il a raison. Il a raison de le dire, partant de la souveraineté du pays. Il a raison de le dire aussi que le Tchad s'inscrit dans son propre intérêt. Que des partenaires classiques veulent absolument que les choses se passent à leur dévotion et selon leurs intérêts, ce n'est pas possible. Mahamat Idriss Déby regarde d'abord les intérêts des Tchadiens, les intérêts premiers du Tchadien. Qui les respecte, le Tchad composera avec lui. Que ce soit Mahamat Idriss Déby Itno ou un autre président tchadien, patriote soit-il. C'est une question de logique. Fondamentalement, indéniablement, tout Tchadien patriote
ne peut pas accepter absolument à ce qu'une entité ou une officine internationale, autant qu'elle soit, puisse absolument venir dicter une certaine conduite à la hiérarchie tchadienne. Est-ce que c'est ce qui se passe actuellement, Monsieur le ministre? Non, ce n'est pas ce qui se passe, mais de la bouche des journalistes, puisque assez souvent on nous pose la question, donc on y répond pour que les choses soient très claires. Mais ce n'est pas ce qui se passe actuellement. Monsieur le ministre, on n'a peut-être plus beaucoup de temps, on va finir par là et ce sera peut-être le dernier sujet de cet entretien. Au moment du dialogue, vous avez fait un plaidoyer sur le système démocratique en Afrique. Vous disiez, la démocratie à l'occidental ne marchera jamais en Afrique. Elle n'est pas en phase avec les réalités africaines. Il nous faut un modèle démocratique qui intègre nos spécificités culturelles. C'est une réalité. Je maintiens encore ça. La démocratie à l'occidental est un frein à l'Afrique. On ne peut pas aujourd'hui penser civiquement éduquer une frange de nos populations qui n'a pas été à l'école. En Occident, qu'on soit allé à l'école ou pas, on a pensé éduquer les citoyens à une certaine valeur civique. En Afrique, ce n'est pas le cas. Vouloir absolument imposer aux Africains certaines valeurs à l'occidental, qui n'est ni en phase avec leur entité culturelle, avec leur identité, ne peut pas marcher. De quoi est-ce qu'on parle, Monsieur le ministre? Imposer quoi précisément? Imposer, par exemple, quand on veut absolument que les choses fonctionnent comme à l'occidental. Ce n'est pas possible. Vous le savez. De manière concrète? De manière concrète, je prends un exemple. Quand, par exemple, on dit qu'il faudrait que les Africains observent certaines démarches, comme les choses qui se passent à Paris dans les élections, comme ce qui se passe à Paris ou à Washington dans une démarche sociale, ça ne peut pas marcher. Ici, en Afrique, d'abord, le premier problème des Africains est le sous-développement. Le premier problème des Africains, c'est le pain quotidien. Le premier problème des Africains, c'est l'éducation et les soins. Le premier problème des Africains, c'est autant de choses qui puissent permettre leur épanouissement. Dire qu'en une seconde, imposer à une population qui n'est pas éduquée, qui n'a pas fait l'école, qui a un taux d'alphabétisation assez médiocre, et ramener absolument à ce qu'elle puisse comprendre et entériner les choses comme si on était à Paris ou à Washington, ce n'est pas possible. Qu'on laisse les Africains aujourd'hui aller à une démocratie propre à chaque pays. Le Ghana de Kwame Nkrumah l'avait fait, ailleurs certains le font. Pourquoi ne pas encourager une démocratie et laisser les autres le faire? Vouloir absolument encourager une démocratie et dicter absolument les choses pour dire voilà, on vous encourage à faire ceci. On parle par exemple dans le cas d'espèce de liberté d'expression. Absolument. Il y a beaucoup de choses. Il ne faut pas s'arrêter simplement dans la liberté d'expression. La liberté d'expression vous concerne vous et moi. Mais la liberté d'expression aujourd'hui, vous la donnez à un Africain lambda qui vit à Massaguet ou à Massakori, il va vous dire quoi? Il va vous dire, mais écoutez, c'est quoi votre liberté d'expression? Votre liberté d'expression ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, je veux prendre mon petit déjeuner, mon dîner. Ta liberté d'expression, écoute, tu la gardes. Monsieur le ministre, on parle, mais j'ai peut-être peur de ne pas vous cerner de manière précise. Qu'est-ce que vous reprochez exactement? Vous n'avez rien prononcé comme... Non, le but, c'est qu'il ne faudrait pas que vous arriviez à me cerner. Monsieur le ministre, si je ne cerne pas votre message, le public aussi ne le cernera pas. Le public me comprend très bien, croyez-moi. Le public tchadien déjà me comprend très bien. Peut-être ceux qui ne me comprendront pas, et je ne fais pas usage de mauvaise foi, ce sont ceux qui veulent absolument ne pas aller dans le sens de ce que j'ai dit. Mais je répète encore, puisque vous voulez parler de quelque chose de concret. Vous allez en France, vous allez dire, écoutez messieurs, je veux la liberté d'expression. Attention, tel article de code pénal ou de code ceci vous dit que la liberté d'expression doit absolument être respectée. Elle va être respectée. Vous venez à Massaguet, à Massakori, vous dites la même question à un autochtone, il vous dira, vous me parlez de quoi? Je n'ai pas pris mon petit déjeuner ce matin. Donc notre compréhension est tout de suite différente. D'accord? Mais de l'autre côté, l'optique et la vision veulent qu'on nous impose absolument qu'on fonctionne comme là-bas.
Et ça, ce n'est pas possible. Je vous prends un exemple, et il y a tellement des exemples qui sont similaires. Donc voilà, accepter qu'on ait à une démocratie. Nous sommes démocrates, que ce soit dans nos familles, que ce soit dans nos us et coutumes. Nous, ici, au Cameroun, ailleurs, nos sociétés sont démocrates. Mais qu'on ne vienne pas nous imposer une démocratie à l'occidental, et ça, on le dit. Il n'y a pas que moi seul qui le dis, des éminents hommes politiques africains le disent aussi. Donc, accepter quand même qu'on ait à une démocratie sur mesure qui respecte nos valeurs et nos us. Voilà, Monsieur le ministre, on vous a très bien compris. Malheureusement, le temps imparti arrive à sa fin. On va vous donner 30 secondes. Nous sommes en période post-électorale. Un message peut-être que vous souhaitez adresser à notre public. Merci. Moi, je dirais simplement que nous sommes un pays qui est très sensible et que aujourd'hui, les Tchadiens et les Tchadiennes ne pensent pas encore qu'on puisse déstabiliser ce pays-là. On a un peuple qui a trop souffert. Et du nord au sud, de l'est à l'ouest, les Tchadiens ont besoin de paix, d'abord. De paix, surtout que nous sommes aujourd'hui à la lisière des pays qui ne sont pas stables. Le Soudan, la Libye, la Centrafrique. Et que notre pays doit absolument être préservé de toute déstabilisation. Puis la seconde, je pense que le jeu démocratique doit se faire de façon très sereine. Il faudrait qu'on apprenne, même si c'est difficile, à aller vers une démocratie réelle, selon nos réalités, et qu'on accepte le jeu démocratique qui ressortiront demain des urnes. Je pense qu'en ayant cette éducation, le Tchad en pourra beaucoup gagner. Les Tchadiens ne pourront gagner que si les valeurs démocratiques s'arcanent vraiment et s'immiscent de façon profonde dans notre pays. Voilà. Merci, Monsieur le ministre. C'était ici ce focus consacré à la situation post-électorale, en tout cas post-vote au Tchad. Notre invité aujourd'hui, c'était Mahamat Assilek Halata. Merci, Monsieur le ministre. Merci aussi à vous de nous avoir suivis. C'est ici que prend fin ce focus. Restez sur Vox Africa.